Chapitre 2. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom, mon crime, relayait chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie, des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi, passaient et repassaient devant moi. Tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, j'en avais pu dormir. La 3e, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombée sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grassement rauque des velours. Il fallut, pour me tirer de ma léthargie, sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. Levez-vous donc. J'ouvris les yeux. Je me dressai effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel qu'il me fut donné d'entrevoir, ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. Il fait beau, dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis, avec quelque effort, elle murmura brusquement. C'est possible. Je demeurai immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur ces douces réverbérations dorées qui diapraient le plafond. Voilà une belle journée, répétai-je. Oui, me répondit l'homme, on vous attend. Ce peu de mots, comme le fil qui rend le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des juges chargés de ayants ensanglantés, les 3 rangs de témoins en face stupides, les 2 gendarmes au debout de mon banc, et leurs robes noires s'agitaient, et les têtes de la foule fourmillaient au fond dans l'ombre, et s'arrêtait sur moi le regard fixe de ces 12 jurés qui avaient veillé pendant que je dormais. Je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savais où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchai comme un portefeuille trop chargé. Cependant, je suivis le geôlier. Les 2 gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire. C'est une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient de grands angles de lumière au fait des murs, hauts et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet.
Nous montâmes un escalier tournant en V. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième. Puis une porte de basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment. Les cloisons craquèrent, et pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuple muré, de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors, il se fit un grand silence. J'étais parvenue à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'expliquer pourra, de la manière dont cette idée me vint et ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire, comme pour une noce. Les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur la table, tantôt brisée à l'angle des murs. Et de ces losanges éclatants, aux fenêtres chaque rayon découpé dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaîment ou chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose, placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bêaient, rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchands de fleurs, et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la bière. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi. Et confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant, mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, se pengea vers moi avec un sourire. « J'espère, me dit-il. »« N'est-ce pas ?» répondis-je, léger et souriant aussi. « Oui, » reprit-il. Je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. Que dites-vous là, monsieur? Répliquai-je, indigné
plutôt 100 fois la mort. Oui, la mort. Et d'ailleurs, me répétais-je, je sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela? A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie d'hiver? Mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, c'est bon jurer, c'est impossible, et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes comme par un mouvement électrique. Toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle plaça une table au-dessous du tribunal. C'était, je pense, le greffier. Prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyai au mur pour ne pas tomber. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? Demanda le président. J'aurais, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous au lieu de la peine qu'il provoquait. L'autre peine, celle que j'avais été si blessée de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort, mais la laine me manqua, et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive. Non! Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis, les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort, dit la foule, et tandis qu'on m'emmenait tout ce peuple se rua sur mes pas, avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, j'ai marché ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. Un condamné à mort! Criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais 2 jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. Bon, dit la plus jeune en battant des mains, ce sera dans 6 semaines.